Alors, je reviens sur l'astrologie et le métalangage de l'astronomie. Vous savez que j'ai beaucoup critiqué récemment le zodiaque, et je vais aller plus loin dans mon argumentation, au risque d'énerver beaucoup d'astrologues. Si le zodiaque est dans l'état de délabrement, où il se trouve d'ailleurs depuis des siècles, voire même des millénaires, parce que l'affaire du zodiaque, c'est pas récent. Parce que certains nous diront, mais cette structure zodiacale, ces 12 signes, ils existent, ils sont déjà attestés bien avant notre ère, à Babylone, etc. Eh bien justement, rien ne prouve que ce zodiaque, qui est attesté effectivement, ait fait sens pour les astrologues. Enfin si, mais il a certainement fait sens par la suite, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est important que le zodiaque est entré dans la sémantique de l'astrologie, mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans bien des traités d'astrologie, on vous dit que telle planète est dans tel signe, mais on ne tient pas compte de la symbolique du signe pour autant. Bon. Donc il y a eu des états successifs au regard de l'histoire de l'astrologie. C'est l'astrologie populaire, celle des almanachs, celle du calendrier des bergers, qui a commencé à spéculer sur le nom du signe, sur le symbole du signe. Et ça aboutit notamment à la théorie des aires précessionnelles, telle qu'elle est développée à la fin du XVIIIe siècle par les historiens des religions comme Charles-François Dupuy, Volney, etc. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'entends par là que la raison qui prouve, l'élément qui prouve explicitement que le zodiaque n'est pas une affaire d'astrologue, c'est justement son délabrement. Car, quand on est dans le domaine du métalangage, qu'on donne un nom parce qu'il faut donner un nom à un secteur du ciel, est-ce que c'est important de savoir si cet ensemble de termes utilisés est cohérent ou pas cohérent, s'il est fidèle ou pas à quelque source que ce soit? C'est totalement secondaire, tant qu'on est dans le simple usage pratique d'une symbolique, d'une terminologie, qui ne veut rien dire d'autre que ce qu'elle est. Elle permet de savoir ce qui est à tel endroit. S'il en avait été autrement, chers amis, si le zodiaque avait fait sens pour les astrologues il y a 2000 ans et plus, croyez-vous que ce zodiaque serait resté dans l'état où il est? Bien entendu que non. On aurait évidemment refusé l'histoire du Scorpion et du Sagittaire, par exemple, qui ne correspondent à aucun zodiaque, parce que le mot zodiaque, il ne faudrait quand même pas l'oublier, ça veut dire quelque part le cercle des animaux. Certains disent le cercle de la vie, ben c'est quand même le cercle des animaux. Zoon, l'animal. C'est le jardin zoologique, par exemple. Donc, on a quelque chose qui ne tient pas debout, mais ce n'est pas important tant qu'on n'a pas besoin d'en tirer des conclusions et des implications, autres que la localisation dans l'espace. Ça montre bien que le zodiaque, du fait de son délabrement, n'a pas intéressé les astrologues, ou du moins qu'ils ne s'en sont pas souciés au point de l'amender, de la corriger. Il est resté exactement, en dépit des difficultés, des conflits entre astrologues et astronomes, il est resté identique chez les uns comme les autres. Le zodiaque des astrologues, sa symbolique, est exactement la même que chez les astronomes. Ce qui montre bien que les astrologues n'ont pas repensé la question d'un point de vue ergonomique, d'un point de vue de cohérence, de clarté. Alors, je voudrais bien que vous réfléchissiez à cela. Quand
un élément, quand une série d'éléments est dans le désordre, quelque part, à la fois dans le temps et dans l'espace, dans la discontinuité, dans le chaos, c'est que cette série n'a pour objet que de nommer les choses, ni plus ni moins. À la limite, même la langue que nous parlons fait certainement, par certains côtés, est certainement lacunaire, incohérente. Mais on est là encore dans la convention. Et tant qu'on est dans la convention, ça n'a pas une énorme importance. On n'est pas obligé de bâtir une philosophie à partir des emplois lexicaux qui sont faits. Ça peut être une tentation de tirer une sagesse de ce qu'on pourrait appeler la morphosémantique, en disant oui, si tel mot ressemble à tel autre mot, ou si telle étymologie existe, etc., ça veut dire quelque chose philosophiquement et intellectuellement. Mais globalement, non, non. Le philosophe n'a pas à être prisonnier des associations d'idées, des jeux de mots, etc. Ça peut être valable éventuellement pour les lacaniens, etc. Parce qu'effectivement, d'une certaine manière, nous ne pouvons pas nous empêcher de relier les choses entre elles, de rapprocher les choses entre elles. Et notre subconscient peut être marqué par cela, par des erreurs, par des insuffisances, par des corruptions de termes, de mots qui se ressemblent, qui se chevauchent, qui se confondent, etc. Pourquoi pas? Mais l'astrologie ne saurait se situer à ce niveau-là. Elle doit disposer de structures cohérentes. C'est ce qu'a bien compris Jean-Pierre Nicolas, qui a proposé un zodiaque qui ne soit plus à la merci des bizarreries du zodiaque traditionnel, tout en gardant, ce qu'on pourrait lui reprocher par ailleurs, la division en 12, en essayant de l'axer plutôt sur la question des équinoxes et des solstices, etc., des saisons. Parce qu'on dit le zodiaque est saisonnier, oui d'accord, saisonnier, mais la symbolique zodiacale telle qu'elle nous est parvenue, la corrélée aux saisons, il faut vraiment beaucoup de bonne volonté. Et puis je terminerai par cette flèche du Parthe, concernant les noms des planètes, qui font partie aussi du métalangage. Et là aussi, on peut se demander si au départ, les planètes n'ont pas reçu des noms parce qu'il fallait qu'elles reçoivent des noms. Parce que pourquoi certains dieux ont servi à nommer les planètes et pas d'autres? Sauf depuis la fin du XVIIIe siècle. On a carrément rajouté Uranus, Neptune, Pluton, mais aussi Cérès, Junon, Pallas, Vesta, excusez du peu. Ce qui fait que, parmi les 5 planètes, hormis les luminaires, on a une seule déesse qui est Vénus, et 4 dieux qui sont Mars, Jupiter, Saturne et Mercure. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'il est cohérent que Pluton et Proserpine, qui sont une dynamique de couple très évidente, ne figurent pas dans le schéma astrologique de l'Antiquité? La réponse est tout simplement que ce n'est pas là que se situait la pensée astrologique. Elle ne s'articulait ni sur le nom des planètes, ni sur le nom des signes. Ce qu'a bien compris André Barbeau, quand en 1967 il publie Les astres et l'histoire, et même quelques années plus tôt, chez Albin Michel, La crise mondiale, et même encore avant, quand il fait une prévision au début des années 50, le zodiaque n'est pas important. Bon. Mais restons à 67. Quand il dit il ne tient plus compte des signes zodiacaux,
en astrologie mondiale. Il ne tient plus compte même du nom des planètes, puisqu'il dit simplement, voilà, quand les planètes sont plus ou moins au même endroit, ça veut dire ceci, et quand elles sont dispersées, ça veut dire cela. Les planètes, il ne dit pas telle et telle planète en particulier. Et finalement, qu'est-ce qui reste de si essentiel si on enlève le nom des planètes et le nom des signes zodiacaux? Eh bien, il reste essentiellement les aspects. C'est ce que Kepler avait parfaitement compris. Il avait compris dans sa logique scientifique, quelqu'un qui est assez génial intellectuellement, c'est lui qui a élaboré un certain nombre de lois qui sont reconnues astronomiquement, il y a 400 ans. Il avait compris que tout ce fatras zodiacal mythologique n'était qu'un élément de décoration pour l'astrologie et que la véritable problématique, elle était au niveau des aspects. Et alors actuellement, d'ailleurs, je suis en train d'ouvrir un chantier sur Kepler pour étudier exactement ce qu'il a écrit sur les aspects. J'ai publié il y a déjà une quarantaine d'années un petit opuscule sur Kepler. Les historiens de l'astrologie face à l'activité astrologique, les historiens des sciences face à l'activité astrologique de Kepler, une petite brochure de 79, le Congrès national de société savante, qui s'était tenu à Bordeaux en 79. Alors, donc finalement, je termine ma dissertation. Le fait que nous ayons des ensembles incohérents, inconsistants, qui sont le nom des... Laissons de côté les nouvelles planètes qu'on a rajoutées, mais jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on avait 5 planètes, dont une déesse, plus le Soleil et la Lune. Et donc, ce n'était pas cohérent par rapport à la mythologie. Si la mythologie, le panthéon mythologique, est un ensemble global significatif, on ne peut pas s'amuser à en enlever des morceaux. Donc déjà, par rapport à la structure mythologique, l'astrologie antique, jusqu'au XVIIIe siècle, ne fait pas sens. Et c'est pas grave tant qu'on dit que simplement on prend quelques noms de dieux et puis on les met, parce que le soleil et la lune, c'est pas des noms de dieux, hein, soleil et lune, même si ça correspond à des dieux. Donc on prend soleil et lune, d'accord, on continue d'ailleurs en français à dire soleil et lune en astrologie, on donne pas, on dit pas voilà, bon, on dit pas Apollon ou Artémis, bon, donc on voit bien que ça ne pose pas de problème. Mais pourquoi ces planètes-là, pourquoi Mars, par exemple, plutôt que Neptune, et pourquoi pas Cérès, je parle du septénaire. Hein. Donc tout ça c'est incohérent, le zodiaque est incohérent, donc, conclusion, tout ça c'est du métalangage, c'est simplement pour désigner les planètes, pour désigner les endroits où les planètes se trouvent à un moment donné, mais ça n'est pas un élément d'interprétation. L'interprétation, ce sont les aspects.